et messieurs, amis téléspectateurs, amis du savoir, je suis très heureux de vous retrouver dans notre émission Chemin Critique. Il y a quelques semaines, nous nous interrogeons sur les élections qui sont en train d'arriver à grande vitesse, à quelques jours des élections. Vous avez tous entendu, nous lisons dans les journaux, nous suivons dans les médias locaux et étrangers une forme d'inquiétude, comme si ces élections, dans certains cas, présageaient d'un danger imminent. On parle d'une implosion, on parle que ces élections vont être utilisées par les ennemis de la patrie pour briser l'unité nationale et arriver au projet funeste, ancien et récurrent de la balkanisation. Entre les fantasmes d'une dénonciation complotiste et la réalité d'une observation, il y a au milieu l'analyse froide des hommes de science, ceux qui peuvent maîtriser les faits et démêler le fantasme de la réalité. Ce soir, nous allons nous poser une question. Les élections en 2023, est-ce que la RDC est-elle menacée? Cette question, je me la pose à moi parce que vous me l'avez posée, mais je vais la poser à deux éminents invités qui sont sur ce plateau, avec lesquels nous n'allons pas avoir le langage de bois parce qu'ils n'ont pas le droit de tergiverser de ce qu'ils savent. À ma gauche, à votre droite, vous le connaissez déjà, c'est M. Kabongo Emmanuel, Kabongo Malou Emmanuel, professeur d'université, auteur, et ici j'ai le plaisir de représenter encore un de ses ouvrages que j'aime particulièrement, Mabika Kalanda et l'échec de l'édification nationale au Congo-Kinshasa, élite, conscience et autodétermination. Vous voyez déjà le target d'un tel ouvrage. Mabika Kalanda, c'est un des meilleurs intellectuels que nous ayons connus, pointu, précieux et surtout incisif. Merci donc d'être là, professeur Emmanuel Kabongo, de votre participation. Votre livre est sorti il y a quelques temps et on ne va pas tout revenir parce que vous avez cité Mabika Kalanda. Aujourd'hui, avec joie, avec bonheur, parce que c'est la première fois que je le reçois, c'est le professeur Achille Bunjoko Iyolo. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, merci. Moi aussi, très heureux que vous soyez ici. Alors, comme vous êtes extrêmement prolixe, vous écrivez beaucoup et c'est une très bonne chose. Là où l'encre sèche, parce que le cerveau est en panne, vous avez les deux qui fonctionnent, et l'encre et le cerveau. Voilà, vous avez écrit un livre qui s'appelle Vigilance civique et défense territoriale de la RDC, mots et discours qui comptent et comptent. Vous êtes Achille Bunjoko Iyolo et vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous avez une licence en philosophie. Vous êtes professeur des universités en RDC. Vous exercez comme animateur principal de l'unité de recherche UR34, sociologie des médias, du centre de recherche interdisciplinaire de l'université pédagogique nationale. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Vos travaux portent essentiellement sur les usages des technologies numériques, l'anthropologie, la communication et l'espace public. Cet espace public qui est aujourd'hui menacé par une certaine implosion. Est-ce que c'est des fantasmes d'hommes? Est-ce qu'il y a un début de vérité? Est-ce que ce n'est pas un prétexte pour ceux qui veulent se conserver au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas une attitude dissuasive pour ceux qui veulent arriver au pouvoir? Ces questions, je vous les pose, vous n'allez pas faire de la divination. Nous allons, ensemble avec vous, sur base des faits que vous avez maîtrisés, analyser les éléments. Alors, je vais commencer directement par monsieur professeur Bunjoko. Merci. Est-ce que, quand je pose cette question, est-ce qu'il y a un écho chez vous? Quand je me dis, la RDC serait-elle menacée au moment des élections? Est-ce que ça reprend un écho ou bien c'est une paire de journalistes, un fantasme journaliste? Les journalistes est un être humain. Et surtout, pour l'instant, les journalistes qui nous reçoivent, c'est un Congolais. Le journaliste suit l'histoire de son pays. Tous ces fantasmes-là, toutes ces inquiétudes-là sont à mettre sur la table. En fait, cela donne des indications aussi sur la place de la République démocratique du Congo dans l'espace monde. Lorsque vous prenez cet espace monde-là,
vous voyez, tous les projecteurs sont fixés sur la RDC et vous comprenez directement de quoi s'agit-il. En fait, pourquoi tout le monde s'y intéresse? Pourquoi nous nous inquiétons? Parce que la RDC présente beaucoup d'enjeux. Et ces enjeux entraînent aussi beaucoup de dangers. À telle enseigne qu'à un certain moment, lorsque vous lisez toute l'histoire de la RDC, vous comprenez que c'est un pays qui a été presque artificiel, d'abord. Et ceux qui ont mis ce pays en état depuis 1885 ne l'ont jamais lâché. Je disais tout à l'heure, il y a eu l'histoire de caoutchouc, où on nous a coupé les mains. Nous avons participé à la révolution du monde, déjà à cette époque-là. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu, après les caoutchoucs, il y a eu finalement la guerre mondiale. L'uranium, c'est toujours chez nous. Comment, et ensuite aujourd'hui, on est dans les cobaltes, c'est toujours nous. Non seulement les cobaltes, il y a aussi la biodiversité, c'est toujours nous. Je ne crois pas que nous pouvons dormir. Si nous commettons l'erreur de dormir, c'est que nous sommes perdus. Ça, c'est des choses que nous connaissons un peu. Mais aujourd'hui, en 2023, aujourd'hui, à quelques 10-15 jours des élections générales, ces dangers est-il perceptible? Ou bien nous promenons avec la fièvre sans savoir de quoi nous souffrons? Oui, pour bien comprendre les enjeux, il faut suivre les discours des protagonistes. Si nous devons cartographier les choses, il y a le peuple qui a ses ambitions, qui a ses attentes. Vous avez les acteurs politiques qui ont les leurs. Et vous avez aussi à l'international certaines ambitions. Lorsque vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez que réellement il y a danger. Parce que la RDC ne vit qu'avec ces dangers-là. Et comme nous vivons avec ces dangers-là, il faudrait que nous puissions développer ce qu'on peut appeler l'instinct de survie à un haut niveau. C'est cela. Même si la RDC n'a pas connu l'implosion, et tout le monde a peur, pourquoi? C'est parce que la RDC, à un certain moment, les Congolais ont quelque chose en commun, c'est la patrie. Ils se disputent sur tout, mais lorsque vous entrez sur la patrie, tout le monde se met d'accord. Et ça, c'est très important. Au moins, là, c'est un gain. C'est un gain. Et si ces gains-là, nous les capitalisons, vous voyez que nous pouvons minimiser tous les dangers. Mais il s'est fait que dans ces gains-là, il y a toujours des brèches. Pourquoi des brèches? Parce qu'en fait, je ne vous apprends rien. Nous sommes une société de pénurie, une société de déficit, une société de manque. Manque, prenez ça dans tous les sens du terme. Et déjà, des individus qui vivent dans cette situation-là, si ils ne font pas attention, qu'est-ce qui va arriver? On risque de les entraîner vers ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est ça les grands dangers. Parce qu'on va leur montrer ce qu'ils pensent vouloir. Exactement. Okay. Exactement. Alors, nous allons continuer avec vous tout à l'heure, mais je prends la parole à votre collègue professeur, en espérant que ces réflexes d'anciens journalistes vont se réveiller sur des faits. Y a-t-il, professeur Emmanuel Kabongo, des faits inquiétants, des faits qui peuvent nous prouver que nous traversons une zone de turbulence? Ces élections peuvent être, oui, une bonne chose démocratique, mais elles peuvent aussi servir de détonateurs. Est-ce qu'il y a des faits sur lesquels vous pouvez revenir ce soir? Oui, merci beaucoup Willy. Vous savez que la puissance des nations est faite d'une part de la dimension territoriale, des ressources naturelles et de la population, de populations nombreuses. Donc si un pays, regardez toutes les grandes puissances que nous connaissons aujourd'hui, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, c'est ce schéma-là. Donc des pays qui ont de grands territoires, des pays qui ont de populations nombreuses et surtout des pays qui ont beaucoup de ressources naturelles. À cela s'ajoute aujourd'hui la capacité technologique, c'est-à-dire la condition de possibilité de transformer toutes ces ressources. Le Congo a toutes ces conditions-là. Donc, depuis que le Congo existe, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, le Congo a été toujours dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire on le regarde, on dit, ça, c'est un pays qu'il faut surveiller, on ne doit pas les lâcher pour les nègres et tout ça. Donc, aujourd'hui, nous savons que des faits
nous aurons pu, depuis l'indépendance, comprendre que l'assassinat de Lumumba dans des conditions les plus criminelles, c'est-à-dire, voilà un monsieur qu'on prend, qu'on emprisonne, on l'amène au Katanga, on le découpe, il a été tué avec 60 balles, hein. Donc, et puis après, on les brûle, et puis on extrait ses os et tout ça. Donc ça voulait démontrer que le Congo ne pourra jamais être lâché aux nègres que nous sommes, et que le Congo appartient à ceux qui l'ont fabriqué, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre. Ces pays qui ont participé à la conférence de Berlin. Donc nous les Congolais, ça aurait pu, comme l'a dit mon collègue, nous mettre la puce à l'oreille pour dire que nous ne serons jamais libres et puissants si nous ne nous protégeons pas de façon dure. Nous avons été malheureux, c'est-à-dire dès qu'on a tué Lumumba, nous sommes tous entrés dans une sorte d'anomie mentale, d'anomie intellectuelle. Donc les dangers là a pris plusieurs formes. La première forme, c'est faire en sorte qu'il ne puisse pas naître au Congo une conscience historique et une conscience nationale. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait au Congo une appropriation par les Congolais de leur sol, de leur sous-sol et de leur territoire et de leur politique. Ce qui a fait que, dès que Lumumba arrive avec son discours où il dit le Congo appartient aux Congolais, nous allons utiliser la richesse du Congo pour rendre les Congolais heureux, ça n'a pas marché, on ne lui a même pas donné une minute, paf, il est parti. On a remis en place des gens qui étaient complaisants avec l'Occident. Vous savez, quand tu lis toutes les tendances des pouvoirs de Mobutu aujourd'hui, vous vous rendez compte que lui a évité les dangers en jouant le jeu de l'Occident. C'est-à-dire, il a laissé l'Occident entrer sur nos mines, l'Occident entrer sur tout ce que nous avions. Il a même accepté que les ennemis du Congo, c'est-à-dire les Rwandais, tous les pays africains ici, puissent participer à la gestion du Congo. Ce n'est pas par hasard que Bisengimane a fait 12 ans à la présidence de la République comme directeur de cabinet. Ce n'est pas par hasard si Bisengimane a placé des Rwandais dans toutes nos ambassades. Ce n'est pas par hasard si toute la bourgeoisie naissante rwandaise est née ici, s'est enrichie ici. C'est-à-dire qu'il a joué de façon politiquement, il dit voilà, nous ne nous tuons pas, venez, on vous associe à la gestion de l'État. Puisqu'après Mobutu, quand Mouzé arrive avec son idée de Lumumba pour dire les Congolais appartiennent aux Congolais, on ne lui a même pas laissé une année, 2 ans, paf, on a tué. Donc, ces dangers-là existent toujours. Il prend plusieurs formes, c'est-à-dire on peut assassiner nos dirigeants politiques, on essaie d'affaiblir la gestion de l'État. Vous savez qu'au début, en 60, quand on a créé l'armée nationale congolaise, on y a introduit beaucoup d'étrangers. Pourquoi? Parce que l'objet de défense d'une nation, c'est l'armée. C'est ça, comme disait Mbekala, l'objet de notre chérissement. C'est l'objet de notre souveraineté. Mais quand on y met autant d'étrangers, ça devient une masse dangereuse. Et c'est ce qui fait que quand Mobutu prend le pouvoir, il a l'intention de balayer un peu l'armée, d'en créer une autre, mais il n'y arrive pas. Et il commet l'erreur, dans un pays comme le nôtre, qui doit avoir une armée forte, lui-même détruit l'armée, et il est parti parce que l'armée ne l'a pas protégé. Et nous sommes aujourd'hui, c'est peut-être, on ne fait pas une campagne pour Félix-Antoine Tshisekedi, mais je crois que lui a maîtrisé l'ensemble de toutes ces problématiques-là. Dès qu'il accède au pouvoir dans la tête de notre pays, la première visite qu'il rend, c'est qu'il les rend aux femmes des militaires. Il leur dit, je sais ce que ça vaut. Je sais toute votre souffrance. Mais si nous ne faisons pas une armée, nous n'allons pas survivre. Donc, le danger au Congo est que, d'une part, ceux qui croient que le Congo leur appartient, il faut les citer, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Roosevelt a dit, aux États-Unis, il a dit, celui qui a le Congo a tout le monde. Il a la puissance et la richesse. Il a même ajouté que la guerre froide s'est battue, s'est jouée au Congo. Et c'est là où elle a été gagnée. Comme vous le savez, c'est ici où ils ont pris tout. Ce sont les Américains qui ont arrangé nos aéroports, ici, Ndili, l'aéroport du Katanga, tout ça. Donc, ces dangers existent. Le problème avec les Américains est que, comme ils ne font pas confiance aux Noirs,
ils ont le noir chez eux, en qui ils n'ont pas confiance. Ils ne font jamais confiance au noir partout. Pour eux, l'idée est que les Congos ne soient pas dirigés par les Congolais. Mais si les Congolais résistent pour dire que nous devons diriger le Congo, alors ils vont les découper en morceaux. La balkanisation dont nous parlons ici depuis des années n'est pas une invention. Très bien, professeur. Vous allez continuer. Vous êtes en train d'aller dans une forte matière. Mais alors, je vais prendre un extrait de votre ouvrage et vous allez commenter. C'est un extrait relativement long, mais je vais quand même le lire. À la page 23 de cet ouvrage que je cite encore, Vigilance civique et défense territoriale de la RD Congo. Alors, le professeur Bunjoko dit ceci: comment l'instinct de survie, de vigilance, pour l'intégrité multiple de notre pays n'est pas notre lot, ne circule pas dans nos veines, surtout lorsque l'on considère la fragilité, la vulnérabilité et l'incertitude. Il faut attendre l'espace éphémère d'un matin, à la suite d'un appel à la résistance, d'un Laurent Désiré Kabila ou d'un Félix Antoine Tshisekedi, tous deux face à une guerre d'agression. Plus de 70 à 80% des Congolais demeurent estampillés dans la foi chrétienne. Cependant, l'oubli du principe de vigilance et de prudence, de la défense de la patrie, bien établi dans la Bible, semble être vivace contre la vivacité pour un état de sommeil, de distraction et de déni singulier des menaces pour son existence, sa survie et l'intégrité de son territoire. Comment quitter cet état d'apathie incivique vers un éveil et réveil civique sur base des articles 28 et 63 de la Constitution de notre pays? L'idée est d'obtenir une incrustation pérenne des réflexes de défense, de vigilance, de la logique de tout citoyen comme informateur dans les renseignements, tout ce qui nuit, kindoki, à la vie collective. Les peuples périssent par manque de connaissances suite à l'ignorance. La conscience du péril en la demeure devra insuffler la résistance, au mieux l'idée de la défense de la patrie par une vigilance pérenne et permanente. C'est un long extrait, mais j'aimerais que vous commentiez cela à l'aune des élections ici aujourd'hui. Sommes-nous assez vigilants en tant que peuple? Est-ce que nous n'avons pas laissé, au nom des élections, n'avons-nous pas laissé les marques extérieures ou intérieures qui sont contre la République prendre place? Votre propre écrit. Merci de me citer comme ça, je suis très heureux. Ce qui est vrai que il faut formater autrement les Congolais. Formater les Congolais, ça doit commencer dès les bas âges et jusqu'à l'échelle plus élevée. Donc toutes les couches de la société. Parce que ça paraît quand même assez fondamental. Quelqu'un dit qu'il est riche, mais il ne protège rien. Donc c'est ça la RDC. La RDC sait qu'elle est riche. Tout le monde le dit. Nous le clamons. Mais nous n'avons rien, ni mentalement, ni sécuritairement, ni physiquement. Personne. Et on oublie même que nous avons des frontières poreuses. On oublie. Des frontières poreuses. On oublie comme ça. Donc je crois qu'il y a des choses qu'il faut enseigner. Et la première chose qu'on nous a dépouillé, c'était quoi? L'amour de la patrie. Je vous donne un petit exemple. Je crois que nous tous, nous avons un certain âge, tel que nous sommes ici. Lorsqu'on chantait l'hymne national, tout s'arrêtait pour l'hymne national. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que pour remettre l'hymne national, il fallait qu'un Tony Mwaba puisse écrire un acte pour dire non, désormais, il y a l'hymne national. Attendez, il y a un problème. L'hymne national, les symboles de la République. Donc vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui peuvent nous donner des indications sur ce que nous sommes. Mais quoi qu'il en soit, oui, les élections, en fait, peuvent nous amener au pouvoir une classe dirigeante. C'est vrai. Ces modes, nous l'avons adopté. Et regardez, quand vous suivez tous les médias occidentaux, partout, tout est braqué sur la RDC. Il n'y a pas que la RDC où il y a des élections. Mais pourquoi? Parce que nous sommes ce que nous sommes. Est-ce que nous savons ce que nous sommes? Nous avons, comme je l'ai dit là, 80% des chrétiens. Qu'enseigne la Bible? Vous avez
la machette à gauche, la brique à droite. C'est la Bible qui dit ça. Donc vous avez la machette à gauche. Et la machette, c'est quoi? C'est pour vous protéger. Et là, vous avez une brique. Pour construire. Pour construire. Donc les deux vont ensemble. Donc on nous a mis dans un système tel que nous ne devons pas nous aimer. Nous devons nous haïr nous-mêmes. On nous a mis dans un système tel que on déprécie, on fait de la promotion exotique. Votre chaîne qui fait un travail louable. Mais quand vous dites au Congolais, non, écoutez, vous voyez, on voyait quoi? Vous voyez quoi? Mais encenser ces gens-là qui font ce travail louable pour l'élévation de la conscience. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il suffit qu'un petit monsieur de RFI arrive ici, c'est tout le monde qui court. Mais pourquoi on ne peut pas le faire avec Kalengai? Oui. Donc vous voyez à peu près, on nous met dans cet état et nous n'avons pas conscience de cela. La RD, c'est un magasin, Oui. un dépôt, tout le monde peut entrer et ressortir. Ça c'est sûr, depuis toujours. Et on veut nous maintenir dans cet état. Maintenant, le vrai problème, c'est lesquels? Les Congolais doivent devenir politiques. C'est-à-dire, le Congolais doit s'occuper de sa cité. Le Congolais doit connaître qu'est-ce qu'il est. Et là, ça se cultive. C'est un travail de politique publique. Donc, en d'autres termes, nous pouvons avoir des élections, mais nous pouvons déchanter tout ce qui croit que nous allons entrer dans des catastrophes. Pourquoi nous savons, ok, nous avons des élections, mais chez nous, lorsqu'il y a des élections, on se bat, mais il y a des choses, il y a des fondamentaux qu'on doit laisser intacts. La République. On ne peut pas brûler la République parce que nous n'avons que ça. Moi, dans ce livre-là, je me suis amusé à trouver ce que les Quinois... Oui, lorsqu'il y a un match de football, les léopards, il y a un terme qui est très important, l'Ikamboma Bélé. C'est maintenant, c'est ça. Mais l'Ikamboma Bélé dont on parle ne peut pas s'arrêter au stade. C'est ça le drame. Ça va continuer jusqu'à la République. Oui, oui. Partout. Alors, pourquoi est-ce que la vigilance par rapport à nous-mêmes est aussi faible? Mais justement, c'est assez contradictoire. Qu'est-ce que je dis? Il y a des choses contradictoires qui circulent. Ceux qui ont mon indoki, Belela. Au même moment, on vous dit témoin de Akufaka. Attendez. Donc vous voyez, donc ça circule comme ça. Ah, il faut faire attention. Témoin de Akufaka. Yozo Fungula Munoko. Mes excuses, nous avons tous très mal sur la mort de Tchebeya. Mais aujourd'hui, ça circule comme un fantasme pour le silence. Est-ce que Yozo Fungula Munoko, Tunagi Tchebeya, que notre famille n'est pas wapi? Vous voyez, et on fait circuler ça. Qu'est-ce qu'on demande on demande aux citoyens congolais de ne pas devenir citoyens. Donc de ne pas s'intéresser à la vie de la cité. Donc, vous avez dit quelque chose d'important, je crois que le prof, votre collègue va renseigner là-dessus. Donc, le Congolais est insuffisamment politique. Et d'ailleurs, on a construit la conscience politique comme une conscience corrompue. On a dit aux gens que ça, la politique, c'est ça. Donc, faire la politique, ce n'est pas simplement être candidat, mais c'est de s'intéresser à la vie de la cité, de s'intéresser au bien commun. Absolument. Et les Congolais, donc, seraient insuffisamment politiques. C'est comme ça qu'il n'est pas vigilant. Professeur. Oui. En fait, l'amour qu'un peuple porte à son pays, l'amour qu'un peuple porte à sa nation, le vouloir vivre collectif, ne sont pas des données gratuites. Elles sont construites. C'est-à-dire, un peuple ne s'attache à son pays que quand ce pays en retour prend en charge ce qu'on appelle ses fondamentaux vitaux. Un pays où les gens meurent de faim, comme ces 50 dernières années, où les gens meurent de faim, un pays qui a de l'eau, qui a du soleil, qui a des terres, et où les gens meurent de faim, ce pays-là ne crée pas des conditions d'épanouissement, d'éclosion de l'amour pour le pays. C'est dangereux. Un pays où la population affiche une grande pauvreté, la population finit par dire, comme disait mon ami tout à l'heure, il dit donc, il y a des conditions historiques reconnues qui font que pour qu'un peuple réponde présent à la défense d'une nation, il faut que la nation soit en amont, elle-même présente pour prendre en charge les besoins primaires de ce peuple, c'est-à-dire
manger, boire, accéder à l'eau, à l'électricité, et à l'argent, tout ça. C'est indispensable. C'est ainsi que les Blancs sont plus malins que nous. Regarde dans tous ces petits pays occidentaux-là. Tous les Blancs ont mis leur peuple dans des conditions très vivables. Ils ont créé ce qu'on appelle une grande conscience politique. La conscience politique ne naît pas parce qu'on l'enseigne, non. Elle est née de la volonté d'un peuple de répondre présent au pays. Donc ça fait partie de ça. Et ce que nous avons connu est que, comme je l'ai dit toujours, ces 50 dernières années, nous avons connu des régimes prétoriens, c'est-à-dire qui ont coupé tout ce qu'on appelle les filets sociaux, qui garantit l'amour du peuple à sa terre, qui garantit l'amour du peuple à son pays. Et puis, il y a une deuxième conditionnalité, c'est pour aimer un pays, il faut le connaître. Et pour connaître un pays, il faut qu'on enseigne l'histoire à l'école. Il faut qu'on enseigne la géographie, la faune, la flore. Chez nous, à l'université pédagogique nationale, il y a une faculté de didactique où les gens étudient, ils disent combien de temps prend-on pour enseigner l'histoire du Congo dans l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université. C'est 0,5% de temps sur 25 ans d'enseignement. C'est-à-dire, le Congo n'est absolument pas connu des Congolais eux-mêmes. Ils ne connaissent même pas la faune, la flore. Donc c'est une création, c'est fait expressément. Ils ne connaissent même pas la géographie du Congo. Alors, pour nous embrouiller, on nous amène l'histoire des États-Unis, ils nous amènent l'histoire de la Belgique. Nous disons, et puis, troisième conditionnalité, pour aimer son pays, il faut savoir l'identifier de façon intime. Et ça, c'est par les langues nationales. Ce sont des langues nationales ici. Quand tu vas au Sénégal, un pays où il y a autant de langues qu'ici, pas plus qu'ici, mais tous les Sénégalais sont organisés pour avoir le Wolof comme langue nationale devenue langue officielle. C'est-à-dire, tu trouves un CRR qui fait ce discours politique en Wolof, tout le monde, même le Macky Sall, qui n'est pas Wolof, il fait ce discours un peu. Mais curieusement, ici chez nous, même dans des assemblées provinciales, même des assemblées communales, les gens parlent un français intuitif. Ils s'expriment très mal en français, alors que leurs électeurs, qui sont là, auraient été contents. Ils s'entendent parler en lingala, ils s'entendent parler en tchoulouba, en kikongo et autres. Donc, Willy, il y a cet ensemble, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, cet ensemble de conditionnalité culturelle qui prime sur ça. Nous avons parlé tout à l'heure de la vigilance, en disant que c'est un élément important. Cette vigilance, elle a été exercée par les autorités aujourd'hui, parce que après avoir examiné les déroulements de la force de l'EAC, l'EAC c'est cette communauté de l'Est, on s'est rendu compte que ceux qui sont venus pour pouvoir secourir le pays face à l'agression ne faisaient pas leur métier. Il a donc fallu avoir le courage de dire nous mettons fin à la présence des amis et nous pouvons donc leur demander de partir. Alors pour pouvoir un peu expliquer cela, parce que ceci a attiré l'attention de la communauté internationale, comment le Congo peut commencer à dire non alors que le Congo est un pays qui accepte tout? Oui. Quelqu'un est allé dans un média étranger, en France, c'est les porte-parole de la campagne du président en exercice aujourd'hui, pour pouvoir s'expliquer, pour expliquer pourquoi le Congo a pris cette décision. Nous avons mis cet extrait pour illustrer les débuts de vigilance dont nous parlons, que chacun, là où il est, doit faire face à toute tentative d'agression. Suivons ces premiers extraits. Nindou, porte-parole du candidat et président sortant Félix Tshisekedi, est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur le départ de la force est-africaine. On a entendu dans les interviews d'Aurélie, notre correspondante à Kinshasa, ces personnes à Goma, notamment l'une d'entre elles qui dit que c'est quand même grâce à cette force que Goma n'est pas tombé entre les mains des rebelles du M23. Est-ce que finalement, il n'aurait pas été plus sage d'attendre au moins
que le processus électoral se déroule avant le retrait de cette force? Non, parce qu'on a jugé que l'efficacité en fait de cette force n'avait pas rempli donc ses objectifs. N'empêche, comme vous l'avez dit, effectivement, cette force a quand même joué un rôle. Et d'ailleurs, le Congo a remercié les pays frères donc qui ont pourvu des troupes pour venir nous soutenir, comme on est victime d'une agression de la part donc du Rwanda avec son suppôt le M23. Donc on remercie nos frères est-africains qui ont envoyé les troupes de l'EAC, mais on a été obligé de faire le constat qu'elles n'avaient pas rempli leur rôle, et c'est pour ça qu'on va se séparer des troupes de l'EAC. Et bientôt vont arriver les troupes de la SADC. Quand exactement? Est-ce qu'il y a une date? Aux environs du 10 décembre. Il y aura déjà les premiers contingents qui vont venir et qui seront pourvus par 3 pays. Donc avant le Malawi, scrutin. l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Donc avant le scrutin. Avant le scrutin, exactement. Alors, et comme on l'a dit dans le reportage, mais la véritable force sur laquelle on compte pour stopper justement cette agression, c'est la FRDC, c'est-à-dire l'armée congolaise que le président Tshisekedi a contribué à recapaciter, donc à lui donner de la capacité pour qu'elle soit à même de pouvoir remplir sa fonction régalienne. Et pourtant, il y a quand même on a entendu Aurélie le dire, il y a encore des combats dans le Massissi, dans le Rutshuru. Est-ce que ça ne risque pas de compromettre justement cette élection qui a lieu, je le rappelle, le 20 décembre? La CENI avait déjà d'ailleurs dit qu'il y avait 2 territoires, le Massissi et Rutshuru, où il n'y aurait pas d'élection. Mais il faut comprendre pourquoi il y a ces combats. Il y a ces combats parce que le M23 n'a pas respecté les engagements qui avaient été signés justement par tous les présidents de la région selon la feuille de route de Luanda. Le M23 devait déposer les armes, se retirer dans une portion du territoire bien définie et ensuite aller dans un cantonnement. Le M23 a refusé d'appliquer ça. Et d'ailleurs, les combats qui se déroulent actuellement, c'est entre le M23 et ce qu'on appelle les Wazalendo, c'est-à-dire des patriotes congolais, des milices patriotes congolaises qui se battent pour défendre leurs terres. Alors, on va parler également de ce scrutin. On parle de certains cadres, en tout cas de l'Union sacrée, se disent inquiets et envisagent non pas un glissement, mais plutôt un report. C'est ce qui s'est passé en 2018. L'élection était prévue fin décembre, elle a eu lieu en janvier 2019. Donc est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous pensez que cette élection peut être reportée? Ce que je pense, je m'en tiens aux affirmations, aux déclarations de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dirigée par M. Denis Kadima. Ils ont dit qu'ils vont respecter le délai constitutionnel, c'est-à-dire à organiser les élections pour le 20 décembre. Jusqu'à présent, la CENI a dit qu'elle tient le cap. D'ailleurs, elle a dit qu'elle avait tout le matériel. Ce qui reste encore à déployer, ce sont les bulletins de vote qui sont en train d'être imprimés en Chine. Alors justement, donc, le matériel est déployé en province, mais à Kinshasa, est-ce qu'il est déployé tout le matériel électoral? Il va être déployé électoral? parce que vous savez qu'il est plus facile de le déployer à Kinshasa, qui est une grande ville, qui a un aéroport international, plutôt que dans le reste du pays où parfois il y a des zones difficilement accessibles à cause, on est en saison des pluies, il y a des routes qui ne sont pas. C'est pour ça que la CENI a préféré d'abord déployer à l'intérieur du pays et elle le fera à la fin à Kinshasa. Mais tant que la CENI, madame, qui est chargée de faire d'organiser cette élection, dit que ça va se passer le 20 décembre, je pense qu'il faut s'en tenir à là. Et les spéculateurs ou les oiseaux de mauvais augure qui veulent faire peur à la population, il ne faut pas faire attention à ça. Alors l'opposition semble se mobiliser, des alliances se forment. Deli Sesanga est le 4e candidat de l'opposition à la présidentielle à se désister en faveur de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Est-ce que ça vous inquiète, Pas du tout, madame. C'est un non-événement. Le ralliement de Deli Sesanga, c'est un non-événement. C'était déjà prévu puisque il au n'est départ, pas le seul, hein. Oui, il y en a 3 autres. C'est Seth Kikuni, Franck Diongo, je pense, et puis aussi Matata Pogno. Mais c'était déjà prévu. Et d'ailleurs, le fameux Denis Sesanga, quelqu'un qui a réuni un congrès il y a quelques mois de son parti où il a dit... Voilà, nous revenons sur ce plateau. Vous avez suivi Eric Nindou, le porte-parole et surtout le directeur de communication du président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous allons retenir 2 choses dans ce qu'il a dit. Évidemment, il a parlé de la CENI, en disant que la CENI tenait absolument à organiser les élections dans les délais, parce que nous parlons du danger. Il y a quelques heures, le président de la CENI a écrit une lettre. Si les informations que nous avons sont exactes, au président de la République, dans laquelle lettre il demandait une implication personnelle du chef de l'État pour obtenir une logistique nécessaire pour qu'on respecte les délais. Il parle donc de 5 avions Antonov et des 10 hélicoptères parce qu'il y a des endroits où la CENI ne peut pas accéder.
et que avec les problèmes des transports aériens que nous avons, avec la pénurie du carburant que nous avons connue, apparemment la CENI se trouverait devant une certaine difficulté. Maintenant, je vous pose à vous les questions parce que d'une certaine manière, on a besoin d'une pensée prospective. Est-ce qu'il serait irresponsable de dire, voilà, les élections sont prévues, tout le monde est embarqué, mais les conditions ne sont pas réunies à 100%, on peut le projeter à quelques mois de plus. Est-ce que cette décision serait-elle responsable ou ce serait un risque? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. En fait, les élections, c'est déjà un moment crucial. De mon point de vue, je pense que la RDC ne peut pas se permettre à ce stade, avec tous les enjeux, avec tous les éléments possibles, de projeter les élections à quelques mois, par exemple, à une autre date. Ça, c'est très Mais dangereux. les différer, quoi. Oui, mais même s'il n'y a pas de moyen de le faire. Non. Ça, je ne crois pas. Quelle que soit la qualité. Je viens de vous lire la lettre, hein, c'est une lettre officielle. Il n'y a pas de problème. Mais je vais dire quelque chose de très important. Il faut déjà remercier Kadima, il faut remercier son intelligence. Il a commencé le travail avec deux années, je ne m'abuse pas, de retard. Regardez ce qu'il a pu faire. Ce qu'il a tout récupéré. Maintenant, il y a juste un problème. Et nous entrons dans une zone fractale. Et quelle est cette zone-là fractale? C'est celle où on doit arriver, on doit atterrir les vents. Qu'est-ce qui reste? C'est un élément de logistique. La logistique consiste à faire quoi? Avoir des hélicoptères et avoir des moyens de déporter tous les matériels. Quand vous prenez seulement cette séquence-là, vous voyez que la République démocratique du Congo est en mesure de le faire. Parce qu'il nous reste encore toute une semaine. Pourquoi j'ai dit ça? Comment justifier cette traversée? Comment on peut justifier ça? Quelle est cette intelligence qui a fait qu'on récupère tous les éléments de retard? Comment? Quelle est cette intelligence? Pour qu'on arrive à respecter les délais. Les délais. Parce que jusqu'à ce moment, on est toujours dans les délais. Qu'est-ce qui a fait? Quelle est cette intelligence-là? Donc, l'intelligence, c'est cette capacité de trouver des solutions à des moments critiques. Aujourd'hui ou jamais. Quel est le danger s'il y avait report? D'abord, nous perdons en termes d'image, parce que la RDC, déjà aujourd'hui, est en guerre d'image. Ça, je ne saurais pas entrer dans le détail, parce qu'en fait, il y a un livre qui est écrit qui sort bientôt là sur les guerres, parce que l'alternance a amené autant de guerres et on est en train de gagner petit à petit ces guerres-là. Donc nous avons la guerre d'image. Quelle est l'image qu'on va projeter si il y a report? Je crois que ça sera la catastrophe. Ça, c'est un. Donc aucun intérêt. Donc s'ils ont écrit au président de la République, parce que c'est lui qui est le garant de la République, il a obligation de se déployer. Il doit se casser à 1000 bossos. Pourquoi? Le plus grand perdant, c'est le peuple congolais, c'est la classe dirigeante. Et ensuite, nous allons reculer. Parce que nous avons donné l'impression, jusqu'à aujourd'hui, que nous réussissons, que nous sommes résilients, que nous allons de l'avant. Nous avons donné vraiment, c'est ça la lecture. Et on commence à nous respecter. Si, aujourd'hui, on dit non, comprenez, talakaka, botianase, comme on le dit ici sagement, talakaka, yonde obongsambo kango, là, il y a un problème fondamental. Aujourd'hui, le décor qui est planté, c'est le décor de l'honorabilité, c'est le décor de la respectabilité et c'est le record d'une capacité réelle de se prendre en charge. Pour preuve, on n'a pas reçu l'argent extérieur pour organiser les élections. Ça, mais on y est. Ça, c'est notre honneur. Ça, c'est notre honneur. On y est, comme vous l'avez dit, c'est notre honneur. Donc, on ne peut pas, moi, je ne peux pas conseiller à qui que ce soit de laisser cette image d'honorabilité se ternir. Ça, non. Donc, regardez ce que Kadima a fait. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qu'on a... Malgré tout... Mais regardez, le monsieur a une intelligence extraordinaire. Il a tout fait pour remettre les choses sur les rails et sur les temps. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Je crois que ces messieurs, on doit les respecter et il fait respecter la République. En tout cas, professeur Kadima, vous avez un admirateur sur ce plateau et il n'est pas le moindre. Professeur, vous êtes de la même avis? Même pour quelques semaines, vous ne pouvez pas reporter? En fait, en 60, nos ennemis étaient connus. L'Amérique et tout ça, les Occidentaux. Mais maintenant, là, nos ennemis, ce sont aussi tous les pays africains qui nous entourent.
ces pays ont subi un lavage de cerveau. On leur a dit, oui, si le Congo est en désordre, s'il n'est pas géré, s'il est comme ça, un pays poreux, vous entrez, vous sortez, vous allez vous enrichir. Mais vous leur dites, oui, regardez comment le Rwanda s'est enrichi. Regardez comment l'Ouganda s'est enrichi. La Tanzanie, tout le monde, même les Tanzaniens, même les Kenyans. Nous avons des banques kenyanes ici. Aujourd'hui, nous sommes pris en étau par les banques kenyanes. Donc, tous ces pays africains qui nous entourent sont devenus des pires ennemis du Congo. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi le président du Congo-Brazzaville, faisait un discours officiel, il dit, il se prépare au Congo et un chaos, nous devons nous préparer à réagir. Et même il y a une signature avec la France, dans le cas où on rapatrierait des expatriés français. C'est ça. Et vous voyez au jour d'aujourd'hui, preuve à l'appui, on dit que Katumbi c'était un Zambien, il a un passeport zambien. Le matin, c'est l'État zambien qui répond, il dit, nous n'avons pas connaissance de ça. Évidemment, il y a l'enjeu du bassin du Congo, et des menaces qui pèsent sur ce bassin, et il est attendu du Congo une réaction responsable. Suivons cet élément, et puis nous revenons pour clôturer. Oui, parce que ces forêts sont souvent présentées comme le second poumon vert de la planète après l'Amazonie. Mais elles sont en bien meilleur état, moins endommagées pour l'instant par la déforestation, même si celle-ci s'est accélérée dans la décennie 2010-2020, soutenue par la demande des entreprises chinoises en bois. Plus d'un quart des 220 millions d'hectares de ce couvert forestier pourraient disparaître d'ici 2050. On estime qu'actuellement, elles représentent un stock de CO2 équivalent à 10 années d'émissions mondiales. Vous imaginez la catastrophe si ça disparaissait. À l'intérieur de ce bassin forestier, on trouve un écosystème essentiel à la séquestration du carbone, les tourbières, une zone humide qui s'étend sur plus de 145 000 km². C'est le plus vaste complexe de tourbières tropicales au monde. Et surtout, il renferme 30 gigatonnes de CO2, soit à peu près le total des émissions mondiales en 2010. Il faudrait donc mieux que cette réserve, elle reste captive dans les tourbières. Mais de nombreuses menaces pèsent sur cet écosystème. Déjà, le changement climatique qui en modifie l'équilibre hydrique en eau, l'exploitation pétrolière, le développement des réseaux routiers, la progression des surfaces cultivées. Mais tous les pays d'Afrique centrale ont signé la convention de Ramsar qui protège les zones humides comme les tourbières. La question du financement de ces écosystèmes, tourbières et forêts, se pose. Elle s'étend, cette forêt, sur 6 pays. Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale et Gabon. Partout, il faut lutter contre la déforestation illégale et l'exploitation illégale aussi. Ça demande des moyens. Ces pays doivent aussi s'interdire d'exploiter en excès ce qui représente une ressource aussi, puisque le bois, ça coûte cher, d'exploiter aussi les sous-sols de ce couvert forestier précieux. Alors ce financement a été au centre du One Forest Summit à Libreville en mars dernier, Audrey. Oui, le président français avait annoncé un fonds de 100 millions d'euros pour, je cite, la protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité pour éviter de la déforestation donc. Avant cela, le Gabon avait été le premier pays africain à être rémunéré pour la protection de sa forêt dans le cadre d'une initiative qui avait été portée par la Norvège. Le monde. Alors, je prends un extrait toujours de ce livre. Et puis je vous laisse conclure cette émission. Alors, vous dites ceci, professeur, vous citez un de vos collègues, le professeur Émile Bongeli, Kelo Ato, dans son livre « D'un État bébé à un État congolais responsable ». Vous le citez, vous dites ceci, « Chaque État aspire à la puissance. La faiblesse d'une nation peut justifier la précarité de son existence, voire l'imminence de sa disparition. En effet, un État faible fait problème à lui-même, ainsi qu'aux autres États voisins, ou pas. Contre lui-même, l'État faible, surtout s'il est pourvu d'atouts inexploités, peut faire l'objet des convoitises des uns et des autres. Ceux-ci peuvent saisir l'opportunité de son extrême vulnérabilité pour l'importuner économiquement, culturellement, politiquement et même militairement. La RDC, pays cognitivement nul, politiquement dominé, militairement faible, économiquement sous-développé, l'expérimente douloureusement aujourd'hui à ses dépens. Voilà l'extrait lourd, très dur quand même, sans pitié du professeur Bongeli, mais ceci n'est pas... C'est un penseur, donc il donne son point de vue par rapport à un État faible. Alors, nous parlions de
notre bassin du Congo qui est encore une fois convoité par un certain nombre de personnes qui voudraient, par rapport au monde, avoir la maîtrise sur ce pays. Alors, la question que je vous pose pour conclure cette émission, c'est que face aux menaces qui pèsent sur le pays, comment nous faisons pour que ces élections ne deviennent pas une raison d'implosion? Quelles sont les attitudes à adopter dès aujourd'hui, à 15-20 jours des élections, pour que le Congo traverse cette zone, moi je parle de fortification institutionnelle, et que nous arrivions en 2024 avec une nation unie, puissante, et que ces élections deviennent une opportunité et non une menace. Professeur Kabongo? Oui. Vous savez, Willy, nous ne sommes pas les seuls pays au monde à être menacés par les grandes puissances pour la désintégration. Il y a un pays comme l'Iran, il y a un pays comme le Vietnam que la Chine a vraiment poursuivi, malmené, tout ça. Il y a beaucoup de pays. Et dans tous ces pays-là, les gens ont pris une attitude fondamentale de mobilisation des esprits et de bras et de mains. Quand vous allez en Iran, c'est une grande mobilisation permanente. Ce sont des élites qui expliquent au peuple que voilà, parce que les ennemis, il faut les identifier et en parler. Voilà nos ennemis, c'est les États-Unis. C'est ça. Voilà nos ennemis, c'est tous les pays qui nous entourent. Qu'est-ce que nous faisons? La seule façon de nous protéger, c'est de transformer notre pays, en une armée nationale. L'Iran est devenu aujourd'hui un pays bien armé, qui fabrique ses propres armes, qui lutte, qui refuse d'être tué, qui refuse de disparaître. Donc il y a un problème de mobilisation qui doit être une mobilisation nationale, qui commence d'abord par une explication. On explique à notre peuple. Notre peuple commence à comprendre que les ennemis sont là. Donc, aujourd'hui, les pays qui nous, comme disait mon ami tout à l'heure dans l'antichambre, il me disait, mais ils sont venus pour les caoutchoucs, ils ont pris. Ils sont venus pour des mines, ils ont pris. Maintenant, ce qu'ils veulent nous prendre, c'est les bassins du Congo qu'ils voient là. Parce qu'ils ne veulent pas payer. Nous sommes allés dans une conférence, j'ai dit aux Blancs, et aux Blancs et aux Noirs, j'ai dit, l'Occident n'a jamais rien payé en Afrique. Quand ils ont eu besoin des minéraux, ils nous ont colonisés. Avant, ils prenaient, quand ils ont eu besoin des main-d'œuvre, ils ont fait l'esclavage, la traite négrière. Après, ils ont fait la colonisation. Donc maintenant, là, ce dont ils ont besoin, c'est de conserver ces bois-là, ces forêts-là, sans payer un capot aux Congolais. Et comment ils vont y arriver? C'est en nous imposant des dirigeants mondialistes comme les Katumbi, des gens comme ça, qui viendront ici, des gens soutenus par le Rwanda, soutenus par d'autres pays africains. Parce que tout pays africain est aujourd'hui dans ces pays un candidat président de la République. Donc, ces élections prennent une dimension critique. C'est-à-dire, si nous risquons de tomber sur des dirigeants de l'étranger, comme on dit, qu'on nous a envoyés ici, il faut citer leur nom, ce sont des Katumbi qui n'ont rien à faire. Ils s'en foutent même. Donc pour lui, c'est dire que l'argent est là, on lui donne et puis nous restons avec. Donc nous devons être vigilants. Peut-être aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait une grande armée, mais notre armée est capable de résister. Mais la plus grande armée du monde, c'est le peuple lui-même ici. Nous disons à tous ces gens, des fauteurs de troubles, qui tournent tout autour ici, que cette fois-ci, nous serons tous dans la rue. Nous nous battons. Nous ne laisserons pas des gens venir nous importuner ici, parce que nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand peuple du monde, pas même d'Afrique, mais du monde. Et nous essayons de dire aux Africains que tout ce qui se passe au Congo, là, vous devez le savoir, c'est empêcher l'Afrique de renaître. Parce que la renaissance africaine est basée sur nos ressources, sur nos sols et nos forêts. Mais si vous créez la haine au cœur même de l'Afrique, vous n'allez rien avoir. C'est le blanc là qui va venir tout prendre et vous là, vous aurez perdu encore 100 ans. Merci. Merci professeur Emmanuel Kabongo. Malou, professeur, à vous de conclure cette émission. Oui, merci beaucoup. Moi, l'idée que je théorise maintenant, c'est l'idée de la guerre. On nous a plongé dans un quiétisme inquiétant. Donc, toutes les locutions qui circulent, c'est nous mettre dans le quiétisme. Ça signifie quoi exactement le quiétisme? Donc, en fait, il faut dormir. Oui, il ne faut pas. Hein? Il ne faut pas revendiquer. Il ne faut pas dire non. Il ne faut pas dire non. Il ne faut rien revendiquer. Il ne faut rien dire. Il faut se taire. Donc, l'anomie. Continuer avec cette logique du silence.
Moi, aujourd'hui, j'ai dit qu'il faut dire aux Congolais que nous sommes en guerre. Nous avons toujours été en guerre. Nous serons toujours en guerre. Et c'est le livre qui sort bientôt. Et je situe cette guerre-là sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans. D'abord, de quoi vous parlez? Quand vous parlez de votre pays, qu'est-ce que vous dites? Vous voyez ces petits mots-là que nous sortons comme ça? Ah non, Toté Kambo Kango. Vous voyez à peu près ce que ça... Donc il y a plus ou moins 7 catégories de guerres. Et cette élection nous montre tous ces points-là. Comme il l'a dit, il a raison peut-être même de hausser les temps pour dire heureusement qu'il y a quelqu'un qui comprend tout ça. Parce que quand vous regardez toutes les guerres qui sont menées maintenant, c'est pour une certaine libération. Ou soit nous sombrons, ou soit nous continuons. Voilà à peu près. Et en disant qu'il faudrait qu'on accède à cet état-là de la guerre. Parce que la guerre, quand on parle de la guerre, elle n'est pas mauvaise parce qu'elle met tout le monde en état d'éveil. Si vous dites que nous sommes, Dieu nous a tout donné, Dieu a tout fait ceci, mais vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne. Le quiétisme doit quitter les Congolais, parce que 80% des Congolais sont chrétiens, nulle part. Je ne sais pas si, je posais la question à un pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que vous pouvez me trouver les versets bibliques qui conseillent le sommeil? On a dit non, il n'y en a pas. Dit non, s'il vous plaît, parce que... L'épée et la brique. Voilà. Donc aucun verset biblique qui demande à qui que ce soit de dormir. Mais alors pourquoi vous admirez le sommeil? À tout point de vue. Donc il faut enseigner aux Congolais d'être en état de guerre. Celui qui est en état de guerre ne dort jamais, il est debout, il est vigilant. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup, professeur Achille Bunjolo Iyolo. Bunjoko, c'est vous. Bunjoko Iyolo, excusez-moi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un professeur d'université, vous êtes un écrivain, vous venez de publier un ouvrage que j'ai cité ici, Vigilance civique et défense territoriale de la RD Congo, et vous avez donné aujourd'hui cette forme de maxime, soyons dans l'état de guerre, soyons vigilants, parce que ce que nous avons entre nos mains, c'est nous-mêmes. Et professeur Kabongo Malou Emmanuel, je voudrais aussi vous remercier. Nous commençons à prendre l'habitude de vos envolées, de votre puissance, de votre indignation. C'est ça qui fait partie aussi de la force d'un peuple. Merci donc, amis téléspectateurs. Vous avez été heureux de nous accompagner dans cette émission. Pour justement terminer, je voudrais citer Martin Luther King, qui lui, il cite la Bible, et il nous dit « Soyez doux comme des agneaux, mais prudents comme des serpents ». Il faut donc être vigilant parce que notre pays n'a que nous pour être défendu. Et les élections qui arrivent ne devraient pas être une guerre dans le sens de la destruction, mais une fête par la libération, parce que nous irons de l'avant et nous allons avoir notre destin en main. Au revoir et à la prochaine. Merci.